podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le procès Bellamy de Frances Noyes Hart, traduit par Maurice Bernard Andreb dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos, avec Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcey, Jean-Claude Michel, Pierre Leproux, François Darbon, André Vasselet, Jacqueline Rivière et Yves Gladine. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Le procès Bellamy que nous vous présentons ce soir est une œuvre célèbre en Amérique et très injustement peu connue en France. Sous la forme d'un compte-rendu de procès criminel, c'est en fait le plus passionnant des romans policiers. Ce livre exceptionnel nous a paru mériter dans l'émission Les Maîtres du Mystère un sort exceptionnel. Il fera donc l'objet de 4 émissions correspondant chacune à une audience. Ce soir, vous pourrez entendre la première audience du procès Bellamy. Toutes les choses qui vont se dire au cours de ce procès sont d'une grande importance pour le sort des accusés. Nous vous prions d'y prêter toute votre attention, comme si vous étiez parmi les jurés. Non. Oui, la prochaine fois. Est-ce que vous avez des tuyaux sur l'affaire? Est-ce que vous savez de mon côté? Oh! Excusez-moi. Merci. Sans blague. Vous êtes délégué par un journal de Boy Scout, cher enfant? Où doit-on mettre sur le compte de votre jeune âge l'erreur qui vous fait prendre place au banc de la presse? Je représente la planète, monsieur. 12 000 abonnés. Dans la Voie lactée? À Philadelphie. Une vraie journaliste. Seigneur, c'est plein de faussettes, juste ce qu'il faut de taches de rousseur, à peine évadée du collège. Et c'est déjà une vraie journaliste. Non, j'aimerais beaucoup, mais je ne suis qu'une débutante. Ah, confidentiellement, moi aussi. Ah? Depuis 12 ans. C'est votre premier procès criminel? Oui, c'est... Oh, c'est terrible. Vous irez loin, mon petit. Vous avez le sens du mot inédit et définitif. Qu'est-ce que vous savez de l'affaire? Rien. Je vais vous aider. Vous êtes à Redfield, comté de Belchester, État de New York. Voilà, en cour d'assises. Et sur le point d'assister au plus grand procès du siècle. Il y en a environ un tous les 2 ans, mais cette fois, les accusés valent un peu plus de 500 000 $ la paire. C'est exceptionnel. Susan Ives et Stephen Bellamy ont à répondre du meurtre de la trop belle Madeleine Bellamy. Femme de l'un et maîtresse du mari de l'autre. Vous me suivez? Oui. S'il était docker, si elles étaient dactylos, ce serait un fait divers. Seulement, je vous l'ai fait comprendre, il s'agit du gratin. Donc, nous entrons dans la tragédie. Là, c'est du Shakespeare. À cause des dollars? À cause des dollars, oui. À cause de la belle vie qui est la conséquence normale de tous ces dollars. Il faut une raison puissante et extraordinaire pour que la mort vienne soudain jeter sa boule noire au milieu de ces belles vies posées comme des quilles, au-dessus, mais très au-dessus du monde où se débattent les dactylos et les dockers. Donc, Shakespeare. Vous m'autorisez à noter cette grande idée pour mon journal? Si vous avez l'intention de noter toutes mes grandes idées, mon enfant, que restera-t-il pour vos lecteurs concernant le procès? Oh, attention, voici Ben Pot. Messieurs, la cour! Qui est-ce? Le plus grand huissier des États-Unis. Et derrière lui, ce beau vieillard, c'est le juge. Son honneur, le juge Anthony Carver. Mais eux, où sont-ils? Qui ça, eux? Susan Ives et Stephen Bellamy, les accusés. Oui. Mais elle ne sait rien, ma petite rouquine, mais rien de rien.
Accusé, mais pas du tout. Apprenez, chère enfant innocente, que nous aurons affaire à 2 défendeurs. N'oubliez pas qu'ils seront cités comme témoins et qu'il appartient à l'accusation de prouver leur culpabilité. Et que si vous avez la légèreté de les qualifier d'accusés dans votre brave petit canard, vous risquez un procès dont vous ne serez plus l'auditrice passive, mais bel et bien la vedette. Méfiez-vous du vocabulaire, c'est de la dynamite. Regardez plutôt, tenez, ce gentleman sec, à bec de toucan, là, sur la droite. Ah oui. Voilà. Eh bien, c'est le terrible maître phare. C'est l'accusation, c'est le glaive suspendu sur la tête des défendeurs. L'index qui les désigne la justice des hommes. Et là, tenez, regardez l'autre. Vous voyez, le chauve. Mais non, le chauve. Mais où? Alors, bon, elle ne sait pas non plus ce que c'est qu'un chauve. Mais si, je le sais. Avec de fines lunettes, je le vois là debout. Bon, eh bien, c'est Budley Lambert, la défense. Hélas. Pourquoi hélas? Nous allons signer un pacte tacite, mon lapin, hein? Vous ne me poserez plus de questions idiotes. Mais je vous expliquerai tout. Tout, comme si vous aviez les yeux fermés. Bon, ce serait dommage, d'ailleurs. Non, ne m'interrompez pas. Voilà, je dis que Lambert est, hélas, l'avocat de la défense, parce que s'il est le type le plus calé que je connaisse en matière de testament, de succession, enfants adultérins et législation sur les loyers, il ne sait à peu près rien de ce qu'il faut savoir en matière de procès criminel. Oh, c'est effrayant. Oui. Allez, vous entendez, ils sont en train de faire l'appel des jurés. Alexandre Spitz, Robert Agustin, nous récusons. Anthony Marbury, Jack Stern, Lewis Belch, Jehovah Michaelis, nous récusons. Lewis Monroe, Patrick O'Donovan. Bon, je vous dis la suite très vite, ça ne va plus tarder. Oui. Quand ils auront leurs 12 jurés, le dispositif sera en place. Ah oui, c'est effrayant que l'adversaire de phare soit ce pauvre vieux Lambert. 70 ans bien tassés, même pas sympathique. 2 bouchées. Un phare en fera 2 bouchées. Seulement voilà, il a connu Suzanne Ives toute petite, il doit se croire de taille à la défendre, comme son propre enfant. Ah, nom de Dieu. Qu'est-ce que je vous disais, tiens, le vieux singe, regardez. Oh, est-ce qu'elle est jolie? Eh oui, mais vous avez entendu ce murmure? Il n'y a pas 2 femmes mieux habillées qu'elle dans cette salle, monsieur ridicule. Et elle devrait apitoyer, elle fait envie. Ce n'est pas une partie de golf qui l'attend, mais la chaise électrique, si... Si quoi? Ben, si elle ne joue pas plus serré. Maintenant, mon lapin, plus un mot, le juge Carver donne le départ. Allez. Gentlemen du jury, je dois maintenant vous donner l'avertissement habituel. Chacun de vous a solennellement juré qu'à l'issue du procès de Stephen Bellamy et Susan Ives, ici présents, il rendra un verdict selon sa conscience, selon la loi, selon les preuves recueillies. Que Dieu vous vienne en aide. N'oubliez pas que vous ne devez discuter de cette affaire ni entre vous, ni avec un tiers, quel que soit votre lien de parenté ou d'affection avec lui. Vous ne devez exprimer ni formuler aucune opinion concernant les mérites de la controverse. L'accusation, pour établir la culpabilité des défendeurs, ouvrira le débat, citera devant vous les témoins de son choix et vous présentera ses conclusions. Mais vous ne devrez d'aucune manière arrêter votre jugement avant d'avoir entendu l'exposé de la défense. Enfin, votre jugement devra être formulé conformément à la loi et seulement lorsque la Cour vous le demandera. Jusqu'alors, il vous est impossible de le formuler légalement. Et en conséquence, vous devez vous interdire de le faire. Les hommes de ce pays ont remis à vos consciences le soin de juger 2 de leurs semblables. Ne soyez ni faibles, ni passionnés, mais justes. Vous aussi, un jour, serez jugés. L'audience peut être suspendue ou poursuivie au gré de l'accusation. Je ne demanderai que quelques instants à la cour. Quelques instants pour affûter ses griffes. Regardez-le. Voyez, ça, c'est un grand premier rôle qui se concentre. Mais il n'y a pas de coulisses. Non, Maître Phare se concentre en public. Maître Phare donne sa première leçon à Maître Lambert.
Comment réussir son entrée? Oh, j'ai envie de crier. Déjà? Oui, je voudrais partir. Trop tard. Votre honneur, gentlemen du jury, dans la nuit du 19 juin 1957, il y a un peu plus de 6 mois, un crime particulièrement odieux fut commis, et nous allons mettre à l'épreuve devant vous ceux que nous accusons de l'avoir perpétré. Par cette nuit d'été, ruisselante d'étoiles, faite pour la jeunesse, l'amour et la beauté, une femme qui était jeune, belle et désespérément amoureuse s'en fut à la rencontre de son amant. Elle n'en avait pas le droit. Elle était l'épouse d'un autre homme. Son amant était l'époux d'une autre femme, mais elle allait, portée par l'amour qui excusait tout à ses yeux. Elle allait, un manteau jeté sur sa robe de dentelle, les pieds chaussés de souliers d'argent, fait pour la danse. Elle ne savait pas qu'elle avait dansé pour la dernière fois. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette propriété des Vergers, l'une des plus anciennes de notre comté. C'est vers elle que courait la jeune femme. L'immense propriété est en effet à vendre et la maison du jardinier, inoccupée, est un lieu d'asile commode pour ceux dont les amours doivent rester secrètes. Mais ce n'était pas l'amour qui l'attendait au rendez-vous fixé par son amant. Quelle que soit sa faute, messieurs, n'oubliez pas que ce sont ces assassins et non elles-mêmes que vous aurez à juger. Et souvenez-vous du prix qu'elle a payé le crime d'aimer moins raisonnablement mais plus sincèrement que nombre de ses sœurs en Ève. La mort, messieurs, la mort. Lorsque, le lendemain matin, M. Herbert Conroy, agent d'affaires qui en témoignera devant vous, pénétra, en compagnie d'un acquéreur éventuel de la propriété dans le petit salon du jardinier, un terrible tableau s'offrit à sa vue, étendu à ses pieds. Entre une table renversée et les débris d'une lampe de porcelaine rare, gisait une jeune femme dont la robe de dentelle, blanche comme une parure de noces, était tragiquement ensanglantée. Sur les souliers d'argent, la mort avait aussi jeté quelques rubis, un collier de perles, quelques somptueux bijoux, son alliance avait disparu. Mais elle était là, elle, atrocement poignardée, elle, Madeleine Bellamy. Cet homme est Stephen Bellamy, mari de la victime. Et celle que vous voyez assise près de lui est Susan Ives, la femme de Patrick Ives. Et Patrick Ives était l'amant de Madeleine Bellamy, cet amant vers lequel elle croyait courir. Un assassinat, messieurs, est une chose horrible et répugnante. Mais celui qui nous occupe, vous en conviendrez bientôt avec moi, est particulièrement horrible et répugnant parce que l'accusation en fournira les preuves. Il a été commis par une femme d'excellente famille, intelligente, si bien élevée que la seule pensée d'un crime eût dû la soulever d'indignation. Or, il se trouve que cette femme n'a pas renoncé à l'idée du crime, mais a cédé au plus sordide motif, l'intérêt. La peur morbide de perdre avec son mari le confort, le luxe, sans lequel elle ne saurait vivre. Et quel est son complice? Le mari de la victime, jusqu'alors attentionné, prévenant. On vous le donnera pour entendre. Et soudain devenu le monstre assoiffé du sang d'une compagne qui renonçait à lui. Il est bien dans vos intentions, je pense, maître Farr, de nous apporter les preuves de ce que vous avancez. C'est à quoi je m'emploierai, votre honneur. Très bien. Poursuivez. Vous êtes habitués, messieurs, à des règles de vie simples et familiales. Un certain niveau de fortune en impose d'autres qui vous sembleront étranges. Le foyer, par exemple, ne suffit pas à combler la vacuité d'existence dont l'oisiveté élargit singulièrement le cadre. Le foyer a son complément, le club. C'est autour de lui que vous trouverez rassemblés les cottages, les somptueuses villas, les presque palais, le club. Vous comprendrez, lorsque je citerai devant vous comme témoins, familiers de la victime autant que des défendeurs, une majorité de clubman de Richmond. Stephen Bellamy, Susan Ives, que nous désignons à votre équitable sévérité, sont du club. Madeleine Bellamy en est un élément radieux. Patrick Ives a établi son règne sur lui. Il est le centre de leur univers. Étrange monde. Mariage non moins étrange. Immédiatement avant le conflit mondial, Patrick Ives est presque fiancé à Madeleine Bellamy, alors Madeleine Dawson. La guerre, qu'il fait en héros, le sépare de la jeune femme. La distance et le temps ont modifié les dispositions sentimentales de l'un et de l'autre.
Madeleine est sur le point d'épouser Elliot Farwell, qui est du club, jeune frère de Madame Dallas, présidente du club. Pat Ives est un élément d'intérêt considérable dont le club revendique l'exclusivité. Il y vient donc, il rencontre Suzanne Thorne. Et en un tournement, malgré l'opposition formelle de Curtis Thorne, richissime fondateur du club, l'enlève et l'épouse. Durant 4 années, ils mèneront à New York une vie mystérieuse et secrète, dont nous ne savons rien, sinon qu'elle a manqué de tout ce qui, jusqu'alors, avait été la vie fastueuse de Suzanne Thorne, devenue Suzanne Ives. Le vieux Curtis Thorne a connu coup sur coup 2 affronts auxquels il était peu préparé. La rébellion ouverte de sa propre fille, la déconfiture de son entreprise, trop bien adaptée aux conditions de la guerre et que la paix ruinait. Pour achever le tableau, j'ajouterai que son jeune associé, Stephen Bellamy, le gendre qu'il se voulait donner, épousait, sur un coup de cœur qui ressemblait à un coup de tête, Mimi Dawson, laquelle, par un éclat retentissant, venait de rompre avec Elliot Farwell. J'affirme qu'aussi brièvement que possible, je viens de situer les uns par rapport aux autres tous les personnages du drame sur lequel vous aurez à vous prononcer. Je ne prétends pas avoir fixé une fois pour toutes dans vos esprits ces rapports complexes. La succession des témoignages que vous aurez à entendre vous éclairera mieux que je n'ai pu le faire sur ce point. Soyez attentifs, soyez vigilants, ne transigez pas avec votre conscience. Il est inévitable que vous pensiez, à l'un ou l'autre moment de ce procès, comment cette jeune femme, assise devant moi, jolie, élégante, équilibrée, à l'abri du besoin, a-t-elle pu, volontairement, brutalement, délibérément, assassiner une autre femme non moins jeune, non moins jolie, non moins élégante qu'elle-même? Comment ce gentleman, dont la naissance, l'éducation, la race, le passé sont irréprochables, a-t-il pu l'aider et la soutenir dans l'accomplissement de son crime? Ceci, messieurs, je ne me contenterai pas de l'avancer, je le prouverai, je le démontrerai sans équivoque. La soif de sécurité de Suzanne Ives, la jalousie morbide de Stephen Bellamy ont prévalu sur le droit à la vie d'une créature éclatante de beauté, merveilleusement emportée par l'appétit de vivre. Si, lorsque viendra l'heure de conclure, vous jugez en vos consciences que les défendeurs sont innocents, j'envierai la paix de vos âmes. Mais si, lorsque nous les aurons suivis depuis le premier pas qu'ils firent en direction de la maison du jardinier, vous avez acquis, comme moi, la conviction qu'ils sont coupables d'assassinat, ne vous placez pas au-dessus de la loi. Frappez qui a frappé. Je suis convaincu que, pour pénible que soit votre devoir, pour détestable, pour horrible qu'il puisse vous sembler, vous aurez la loyauté de l'accomplir. Silence! Silence! Une fois pour toutes, sachez que cette salle n'est pas un lieu de conversation. Tant que vous y serez, j'exige que vous y respectiez le silence qui convient à la majesté de l'appareil judiciaire. L'audience est suspendue jusqu'à l'audition du premier témoin. J'ai plus une goutte de sang dans les veines. Je dois être affreuse. Vous cherchez un compliment ou quoi, mon lapin? En tout cas, vous l'aurez, vous êtes formidable. Dites, si vous voulez vous remettre un brin de poudre, c'est le moment. D'ailleurs, regardez. Tous les poudriers sont dehors. Maintenant, écoutez-moi. Ça, je suis sérieux, c'est un conseil de vieux routier. Hein, pour le boulot. Si vous désirez y comprendre quelque chose et dire à vos lecteurs ce qu'ils sont en droit d'attendre de vous, ne cherchez pas à retenir tous les détails. Chaque témoin reprend un peu ce qu'a dit le précédent, vous savez, et quelquefois le contraire. Non, vous vous y perdriez. Je vous ai prévenu que Farr était dangereux. Il est pire que ça. Diabolique. Tenez, toute cette sortie sur le club, par exemple. Oui. Ne vous méprenez pas sur elle. Lui aussi est un clubman. Sa position l'y oblige, presque. Il crèverait de dépit de ne pas avoir quelque part un fauteuil marqué à ses initiales. Mais alors, pourquoi? Ah, pour qui, voulez-vous dire? Regardez les jurés. Voyez? Oui. Ceux qui sont rouges, oui, cuits comme des briques, ce sont les fermiers. Et ceux qui sont presque transparents à force d'être pâles, ce sont les contremaîtres, les employés, les commis. Des besogneux qui paient chaque dollar $1 de travail.
Ils ont, tous ces gens-là, instinctivement la haine du club, de la cotisation annuelle qui leur paierait 3 mois en Floride, du whisky trop cher, du golf l'après-midi et du yachting de la matinée. Et Farr ne les a peut-être pas mis dans sa poche, mais il a d'un seul coup annulé la beauté de Susan Ives et la classe de Stephen Bellamy. Il a d'un seul coup fondé un autre club de 12 membres, celui des petites gens. Et c'est très embêtant pour la défense que ces 12 membres soient aussi les 12 jurés. Mon Dieu, je m'étais rendu compte de rien. Mais vous, comment avez-vous deviné? Bon, parce qu'à la place de Farr, c'est probablement comme ça que j'aurais maquillé le jeu. Et si vous voulez avoir l'air d'une journaliste drôlement futée pour son premier grand papier, je vous laisse la primeur, tenez. Hein? 2 lignes dans le blablabla classique. L'accusation a très habilement indisposé le jury à l'égard des défendeurs, en mettant le doigt sur la position sociale extrêmement brillante de ces derniers. C'est pas un joli cadeau, ça? Oh si, vous êtes épatant. Oui, et c'est pas fini. Si vous en arrivez, comme je le crains, à vous convaincre que Susan Ives est votre propre sœur jumelle, ne vous emballez pas. C'est l'accusation qui est au service. Et les premiers témoins sont cités par elle, mais vous ne connaîtrez le vainqueur qu'après le dernier set. Et si ça va très mal, n'oubliez pas le creux de mon épaule. Il est exactement fait pour le museau des petites rouquines. Vous êtes gentil. Je crois que je n'ai plus peur. Monsieur Herbert Conrad! Monsieur Herbert Conrad! Oh, si ça recommence, ça y est, j'ai peur. Non, rassurez-vous, le premier témoin, c'est toujours un petit rôle. Allez, Dunaire, le correspondant du Times vous regarde. Oh là là. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu? Je le jure. Monsieur Conroy, quelle est votre profession? Je suis agent d'affaires. Mon bureau est à New York. Bien. Vous êtes-vous rendu le matin du 20 juin 1957 au Verger? Oui, maître. Pourquoi? Je suis chargé de la vente de cette propriété. Par qui, monsieur Conroy? Eh bien, par son propriétaire, monsieur Douglas Thorne. Continuez. La propriété est immense. Les acquéreurs éventuels sont donc très peu nombreux. Dans l'après-midi du 19 juin, j'en trouvai un qui se montra enchanté par les photographies que je lui montrai. À tel point qu'il voulut absolument visiter la propriété dès que possible, c'est-à-dire le lendemain matin. Nous arrivâmes donc vers 9 heures. Je devais prendre les clés sur le paillasson de la maison du jardinier. Un instant, monsieur Conroy. Cette maison est-elle habitée? Non, maître. Les jardiniers sont absents pour 2 mois. En Italie, où ils sont allés revoir leur famille. Poursuivez, monsieur Conroy. Je me baissai donc pour prendre les clés lorsque j'eus la surprise de constater que la porte était entr'ouverte. J'eus immédiatement la pensée qu'un cambrioleur avait opéré depuis peu. Mais dès que je fus entré dans le petit salon, je compris que quelque chose de beaucoup plus terrible était arrivé. Étiez-vous seul? Non, j'étais en compagnie de mon acheteur. Mais bien sûr, je le précédais. Dois-je poursuivre? S'il vous plaît. Dans l'angle de la pièce était le corps d'une jeune femme en robe blanche. Une petite table était renversée près d'elle. Et une lampe aussi, une lampe à pied de cuivre dont l'abat-jour de porcelaine était brisée. L'odeur du pétrole était forte, presque insupportable. Rien d'autre, monsieur Conroy? Si, du sang. Il y avait beaucoup de sang partout. C'est-à-dire? Sur la robe, le tapis, les bas de la jeune femme. Quel genre de robe était-ce? Quelque chose de très élégant. Je ne saurais pas vous la décrire exactement, maître, mais elle était en dentelle, sans manches. Ne serait-ce pas celle-ci, monsieur Conroy? Oui, c'est bien cette robe. Toutes ces taches brunes étaient alors très rouges, n'est-ce pas? Oui. Le sang était-il sec? Non, maître. L'avez-vous touché pour vous en assurer? C'était inutile, il suffisait de regarder. Votre honneur, je demande que cette robe soit consignée comme pièce à conviction. Pas d'objection? Votre honneur, je ne vois pas la nécessité... Vous n'avez pas à en juger, maître Lambert. L'accusation agit comme elle entend devoir le faire. Avez-vous une objection à formuler, et si oui, sur quoi la fondez-vous? Pas d'objection. Qu'avez-vous fait ensuite, monsieur Conroy, après votre découverte? Je suis reparti avec mon client découragé. Découragé? Il n'avait plus la même bonne impression de la propriété. Je comprends. Je suis passé faire à la police une déclaration concernant le meurtre de Madame Bellamy.
Vous connaissiez la victime? Oui, c'était une amie de ma belle-sœur. J'avais eu l'occasion de la rencontrer lors d'un tournoi de golf entre mon club et le sien. Avez-vous remarqué si la victime portait des bijoux? Je ne pourrais en jurer. Mais j'ai le sentiment très net que non. Vous comprenez, je ne suis resté que peu de temps en présence du corps. Mais j'ai conservé un souvenir très précis. Trop même, de tous les détails. Il n'y avait pas de bijoux. Vous n'avez pas vu d'armes? Je vous l'aurais signalé, maître. Mettons. Voyons, vous avez dit que les clés de la propriété devaient être sous le paillasson de la maison du jardinier. Les y avez-vous laissées? Non, je les ai reprises en partant après avoir fermé la porte et je les ai remises à la police. Vous ne pensez pas qu'il y avait là une grande imprudence? C'était vraiment peu sûr. Je ne comprends pas, maître. La police... Ne nous méprenons pas. C'est le paillasson qui m'a paru peu sûr. Ah, excusez-moi, maître. Mais monsieur Daniel Thorne et moi-même ne soupçonnions pas qu'on les y prendrait. La maison du jardinier est assez engagée dans la propriété pour que seuls les initiés la devinent depuis la route. Et monsieur Thorne avait déposé le trousseau depuis trop peu de temps. Précisez. Nous avions convenu de l'endroit par téléphone, la veille au soir seulement. La veille au soir? Savez-vous à quelle heure il les a déposés? Eh bien, maître... Non, j'ai téléphoné vers 6h30. Il était à son domicile? Oui, maître. Je n'aurais pas su où le joindre ailleurs. Bien sûr. Monsieur Thorne n'a donc pu les déposer qu'après 6h30. Je le crois. Il m'a d'ailleurs précisé qu'il les porterait après dîner. Quel temps lui faut-il pour aller de son domicile à la propriété? C'est selon, maître. Mais en voiture et à vitesse normale, environ 45 minutes. Si donc il avait achevé son dîner vers 20h, il ne pouvait déposer le trousseau que très peu de temps avant 21h. Je pense, maître, que vous n'êtes pas moins compétent que moi pour répondre à cette question. C'est juste. Monsieur Douglas Thorne est-il présent? Monsieur Douglas Thorne. Je suis présent. Monsieur Thorne, voudrez-vous avoir l'obligeance de vous tenir à la disposition de la cour si, comme je le pense, votre témoignage est requis par l'accusation? À votre disposition, maître. Merci. Ce sera tout pour moi, monsieur Conrad. Pardon. La défense a-t-elle quelques questions à poser aux témoins? Peu de choses, votre honneur. C'est uniquement à votre requête que monsieur Douglas Thorne apporta les clés, n'est-ce pas, monsieur Conrad? Oui, uniquement. Il a pu les déposer aussi bien à 8h du soir qu'à minuit, pour ce que vous en savez. Exactement. C'est tout, monsieur Conrad. Alors, vos conclusions? Je n'ai rien appris de nouveau. Madeleine Bellamy a été trouvée assassinée. Où? Dans la maison du jardinier des Vergers. Bien, mais ça n'est pas l'essentiel, ça. L'essentiel, c'est que Douglas Thorne est le seul propriétaire des vergers. Oui. Or, il est le frère de Susan Ives. Et vous verrez que Farr voudra nous dire pourquoi elle n'est pas copropriétaire du domaine. Premier point. Et le second point, c'est que le même Douglas Thorne s'est rendu au verger le soir du crime. Ce que l'accusation elle-même ignorait. Ah bon? Quelle est votre profession, docteur Stanley? Je suis chirurgien. Et jadis, j'étais un de ces êtres en voie de disparition qui se consacrent à la médecine générale. Avez-vous eu à pratiquer l'autopsie de Madeleine Bellamy? J'ai eu ce désagréable devoir. Où avez-vous opéré? Sur place, au domaine des Vergers, dans la maison du jardinier. Avez-vous constaté des traces de lutte, échymoses, égratignures ou vêtements déchirés? Non, rien de tel sur le corps, mais à terre, une lampe brisée. À quelle cause attribuez-vous la mort de Madeleine Bellamy? Elle a été poignardée. Entendez-vous par là que l'arme fut nécessairement un poignard, c'est-à-dire une arme de combat exigeant une force, voire une expérience toute masculine? Je pense que tout instrument tranchant aurait pu, dans la main d'un homme, d'une femme, d'un Hercule ou d'un enfant, ouvrir une plaie comparable à celle que j'ai relevée sur le cadavre, je veux dire sur le corps. Une plaie, dites-vous? Un seul coup a donc suffi? Un seul. Et l'unique plaie est une incision très nette, d'environ 2 cm de largeur, située légèrement au-dessus du cœur. L'instrument a filé entre 2 côtes pour loger son extrémité, 7 cm plus loin, dans la cavité ventriculaire gauche, d'où la mort. Oui. Reconnaissez-vous cette robe? Certainement. Voulez-vous nous indiquer l'endroit où l'arme a traversé cette robe? C'est bien facile. L'arme est entrée là, exactement au-dessus de la tache la plus sombre. Selon vous, une telle blessure a causé une mort instantanée? Instantanée, non, mais rapide. L'hémorragie était terrible. Et la victime a-t-elle pu crier ou gémir longuement? C'est peu plausible. La victime portait à la nuque une contusion fort nette. Et dans sa chute, elle aura violemment heurté la table qui était renversée près d'elle. Et cela peut paraître une formule un peu cynique ou bizarre, mais je la risque pour exprimer mon sentiment.
Elle est morte évanouie. Oui, c'est un peu surprenant en effet, mais élimine l'hypothèse d'un appel de détresse. Avez-vous remarqué des bijoux? Aucun. Quel genre de couteau peut avoir causé la blessure? Rien ne permet de le préciser. Elle peut être le fait de n'importe quel couteau aiguisé, d'environ 2 cm de largeur de lame et 8 à 10 de longueur. Celui-ci, docteur. Ce couteau à manche d'os, assez conforme à votre description, aurait-il pu convenir? Offrez-vous ce couteau comme pièce à conviction? Non. Quel est ce couteau, monsieur Farr? Un couteau, votre honneur, que je me propose de rattacher ultérieurement à l'affaire. Vous le prétendez? Bon. Docteur Stanley, vous pouvez répondre à la question. Est-ce que je peux ouvrir le couteau? Mais je vous en prie. Oui. Le couteau aurait pu causer la plaie que j'ai décrite. Merci, ce sera tout, docteur Stanley. Maître Lambert, pas de questions? Pas de question, votre honneur. Témoin suivant. La Cour autorise-t-elle l'audition non inscrite de M. Douglas Thorne? Si la défense ne fait pas opposition, la Cour est disposée à vous accorder cette autorisation. Si M. Thorne accepte de déposer sans autre préparation, la défense est consentante. Appelez M. Douglas Thorne. Monsieur Douglas Thorne! J'accepte de témoigner. Bien. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu? Oui, Je le jure. je le jure. Monsieur Thorne, quelle est votre profession? Je suis agent de change. Êtes-vous parent de l'un des défendeurs? J'ai l'honneur d'être le frère aîné de Susan Ives. Tenons-nous-en au fait, s'il vous plaît. Vous êtes propriétaire des vergers? Oui. Le seul propriétaire? Oui. Pourquoi votre sœur n'en a-t-elle pas hérité conjointement avec vous? Mon père a cessé de considérer ma sœur comme son héritière après qu'elle eut épousé Patrick Ives. Pourquoi? Elle l'avait épousé contre sa volonté formelle. Il éprouvait une antipathie violente pour Ives et définitive. Et vous? Partagiez-vous cette antipathie? Oui, mais lorsque j'ai mieux connu Patrick, ce sentiment s'est mué en une sympathie très vive. C'est toujours le cas. Cela me concerne. Passons. Vous aimez votre sœur, n'est-ce pas? Très profondément. Son bonheur vous est cher. Vous feriez n'importe quoi pour l'assurer. Je ferai beaucoup. N'importe quoi. Si par n'importe quoi vous entendez que je commettrai un crime, ma réponse est non. Cette conclusion dépasse le cadre de la question. Elle sera rayée du compte-rendu d'audience. Vous avez à répondre par oui ou par non. Je réponds non. Monsieur Thorne, que savez-vous des premières années de mariage de votre sœur? Ces années de New York, comme nous les appellerons, faute de renseignements complémentaires les concernant. Il ne m'est pas venu à l'esprit de l'interroger sur cette période de sa vie qui, très visiblement, lui a permis de construire sur un grand amour un grand bonheur. Répondez à la question. Elle porte sur des objectifs matériels, domicile, fortune, travail. Je me souviens plus de son adresse à New York. Patrick a démontré qu'il était de taille à édifier seul, honnêtement, par son intelligence et son travail, une fortune supérieure à celle que mon père lui refusait. Même à cette époque, il pouvait assurer une existence très décente à sa femme. D'autre part, je n'ai reçu d'elle que très peu de lettres. Plus exactement, les cartes traditionnelles de Nouvel An sur lesquelles on témoigne son affection, sans développer les conditions dans lesquelles on vit. Nous ne nous comprenons pas, monsieur Thorne. Venons-en à la journée du 19 juin. Vous vous êtes rendu au verger. Pouvez-vous nous préciser à quelle heure? Je pense être arrivé peu après 21h. Faisait encore jour. Je voulais vérifier l'état d'une partie de la clôture. J'ai donc marché assez longtemps autour de la propriété, jusqu'à ce que l'obscurité m'interdise un examen sérieux de cette clôture. Puis je me suis dirigé vers le pavillon du jardinier pour déposer la clé, comme il était convenu avec M. Conroy. Vous n'avez rencontré personne dans la propriété? Personne. Rien vu qui ait attiré votre attention? Non. Ni rien entendu? Si. Comment? À quel moment? Qu'avez-vous entendu? Lorsque je m'éloignais du pavillon, il devait être 10h moins 20 ou 10h moins 10. Qu'avez-vous entendu? Un cri de femme. Et peu après, le rire d'un homme. Un rire nerveux, un peu grossier, épais, nettement masculin. Et ces deux incidents n'ont pas alerté votre vigilance? Leur corrélation a surtout alerté ma discrétion. J'ai pensé que des jeunes gens du village venaient dans les parages abriter leur flirt un peu bruyant. Le cas n'est pas unique. Il n'y avait pas de terreur dans ce cri? Le rire consécutif excluait toute idée de crainte. Vous ne preniez pas de précautions en marchant? On pouvait vous entendre? Assurément. Quelle base prenez-vous pour déterminer l'heure que vous avanciez un instant? Quelques minutes plus tard, j'ai consulté ma montre dans le phare de ma voiture. Je pensais avoir le temps de dire bonsoir à ma sœur, mais il était près de 10h et j'y renonçai. Je rentrais directement. Lorsque le lendemain matin j'appelle crime, je gardais le silence. Personne ne souhaite être mêlé de près ou de loin à une affaire criminelle. De plus, le crime ayant été commis entre 9h15 et 10h, je considérais mes informations comme dénuées d'une valeur certaine.
Néanmoins, je m'étais décidé aujourd'hui, et quoi qu'il m'en coûtât, à offrir ce témoignage à la cour. Vous m'avez devancé. Ceci n'est qu'une demi-justification, c'est tout, monsieur Thorne. Contre-interrogatoire. Monsieur Thorne, mon estimé confrère vous a demandé si vous n'aviez rien remarqué d'extraordinaire aux alentours du cottage. Moi, je vous demande si vous avez remarqué une auto dans ces parages. Je n'en ai pas vu de trace. Une Chevrolet grise, par exemple. La voiture de monsieur Bellamy. Absolument pas. Aucune automobile. Merci. Ça sera tout, monsieur Thorne. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Vous dites n'avoir rien vu de tel, monsieur Thorne. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait aucune voiture. Vous êtes naturellement arrivé par la route située derrière la propriété puisque venant de Lagdale. Bon. Vous n'avez à aucun moment dépassé le cottage. Vous n'êtes pas allé dans cette partie de la propriété située entre le cottage et la route principale. C'est exact. Mais de toute évidence, s'il y avait eu une voiture, j'aurais vu ces feux. Mais s'ils étaient éteints, ces feux? Je n'aurais probablement rien vu. Eh bien, monsieur Thorne, je crois très naïvement que deux assassins décidés à commettre un forfait de la nature de celui qui nous préoccupe n'auraient pas eu l'imprudence de garer leur véhicule, tous feux allumés, en un endroit tel que n'importe qui pût en passant le découvrir. Objection. Objection valable. Je retire moi-même ces considérations toutes personnelles. Ce sera tout, monsieur Thorne. On peut appeler le témoin suivant. Miss Kathleen Page. Je suis ici. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité avec l'aide de Dieu? Je le jure. Quelle est votre profession, Miss Page? Je suis employée dans une librairie new-yorkaise. C'est votre profession habituelle? Depuis 6 mois. Et auparavant? Immédiatement avant, j'ai été très malade et mon docteur m'avait conseillé de prendre un emploi à la campagne. Bon, j'ai trouvé une place de gouvernante. Chez qui? Chez Madame Susan Ives, de février 1956 à juin 1957. Étiez-vous encore au service de Susan Ives le soir du 19 juin? Oui. Voulez-vous nous dire ce que vous faisiez ce soir-là à 8 heures? Après le dîner, j'ai eu envie de lire et je me souviens que j'avais oublié mon livre dans le jardin où j'avais surveillé les jeux des enfants auprès du tas de sable. Je peux affirmer qu'il était très précisément 8 heures, car sur le pas de la porte, tandis que l'horloge sonnait, je constatais avec surprise combien il faisait encore jour à cette heure. Avez-vous, à l'occasion de cette démarche pour reprendre votre livre, fait une rencontre? J'ai croisé Monsieur Ives. Il était arrivé en retard pour le dîner et n'avait pas eu le temps de dire bonsoir aux enfants. Je continue? Certainement. Alors, je le priais de ne pas s'attarder auprès d'eux. Il tenait à la main un bateau de sa fabrication à l'intention du petit Peter, et je savais que celui-ci s'endormirait mal s'il le voyait. Oh, Monsieur Ives est très adroit. Il a construit une ravissante maison de poupées pour Polly. Votre honneur. Oui. Efforcez-vous de répondre uniquement aux questions posées, Miss Page. Oui, votre honneur. Monsieur Patrick Ives, aimait-il les enfants? Oh oui, il adore... Je proteste contre cette question, votre honneur. Objection. Fort bien, maître Lambert. Sur quoi fondez-vous votre objection? La question est inutile, sans motif et sans relation avec l'affaire. Comment Miss Page serait-elle qualifiée pour juger de l'affection que Monsieur Hagg a pour ses enfants? Et même si elle l'était, en quoi que ce soit, quel rapport y a-t-il entre cette affection vraie ou prétendue et le crime qui nous occupe? Pour des raisons que j'ignore, mon estimé confrère fait perdre son temps à la cour. Permettez à la cour d'en juger, maître Lambert. Nous vous écoutons, maître Farr. Votre honneur, avec tout le respect que j'ai pour les brillants feux d'artifice de mon estimé confrère, il raisonne mal. Miss Page est tout à fait... La cour vous demande de ne pas perdre l'affaire de vue. Pouvez-vous y rattacher votre question? Très certainement. La conviction de l'accusation est que Mrs. Ives, informée de son infortune conjugale, ne pouvait, outre ses convictions religieuses, que redouter le divorce. Car son mari ferait l'impossible pour conserver au moins l'un des enfants. Elle pouvait donc être effrayée à 2 titres, que cet enfant lui soit enlevé, que la pension alimentaire soit en conséquence réduite. Je m'élève contre cette insinuation. Pour prouver cela, il m'est nécessaire de prouver d'abord l'intense affection de Monsieur Ives pour ses enfants. Personne n'est mieux placé que le gouvernante pour en témoigner. Je maintiens que ma question est motivée, nécessaire, et que Miss Page est qualifiée pour y répondre. La question peut être posée. Je proteste. Monsieur Ives était constamment auprès des enfants. Il les adorait. Madame Ives les aimait-elle aussi? Je proteste pour les mêmes raisons, votre honneur. Question permise. Elle leur était toute dévouée.
autant que Monsieur Ives? Cette fois, votre honneur! La question ainsi posée nous paraît de réponse difficile. Fort bien, votre honneur. Je la poserai donc différemment. Semble-t-elle les aimer autant que Monsieur Ives? Je pense que oui. Bien que Madame Ives ne fût pas très démonstrative. Je crois froide, réservée, n'est-ce pas? Bien. Non. La Cour est désireuse de ne pas contrarier vos efforts, maître Farr, mais notre sentiment est que vous avez été suffisamment loin dans ce genre de questions. Je m'en remets au jugement de votre honneur. Vous avez dit, Miss Page, que vous aviez rencontré Monsieur Ives lorsque vous êtes rentré du jardin. Sa femme l'accompagnait-elle? Non, elle avait déjà dit bonsoir aux enfants. Monsieur Ives se dirigeait seul vers la nurserie. Nous étions devant la pièce des fleurs. La pièce des fleurs? Oui, monsieur. Nous l'appelions ainsi car elle ne sert pas à d'autre usage que la préparation des bouquets et leur disposition dans les vases. C'est un peu le royaume de mamie. Pardon, je veux dire de la maman de Monsieur Ives. Pouvez-vous nous décrire brièvement cette pièce? Je vais essayer. Elle n'est pas très grande, garnie d'étagères chargées de vases de toute nature. Elle... voyons. Voilà. Il y a un évier pour laver les tiges fraîchement coupées, une table à dessus de porcelaine et aussi le téléphone. L'une de ces portes ouvre sur le hall d'entrée et l'autre donne directement sur les jardins derrière la propriété. Mais c'est très clair, je vous remercie. Quelles autres personnes assuraient avec vous le service de la maison? Eh bien, il y avait les domestiques, c'est-à-dire la cuisinière, Anna Baker, les frères MacDonald, chauffeurs et jardiniers, Mélanie Cordier, une Canadienne qui servait à table, Cathy Brienne ou Trienne qui faisait nos chambres, et Laura Roberts, spécialement attachée à Madame Ives. Oh, et puis aussi une repasseuse. Mais elle ne venait que 3 jours par semaine et j'ai oublié son nom. C'est sans importance. Parlez-nous plutôt de la soirée du 19 juin. À part Monsieur Ives, avez-vous vu quelqu'un en revenant du tas de sable? Non, pas dans la maison. Mais j'ai croisé mamie, Madame Ives mère, près de la roseraie. Oui, elle avait l'habitude de s'y occuper chaque soir après le dîner jusqu'à la tombée de la nuit. Elle m'a demandé si les enfants dormaient avant que son fils ait pu leur dire bonsoir. Je lui répondis que non. Et ensuite? Je trouvais mon livre, et comme j'allais rentrer par la pièce des fleurs, j'entendis Madame Ives. Elle parlait doucement, mais d'où j'étais, je comprenais très distinctement ses paroles. Elle parlait? À quelqu'un qui était dans la pièce? Non. Elle téléphonait. Enfin, plus exactement, elle demandait un numéro. Vous n'avez pas l'automatique à Rosemont? Si, monsieur. Mais nous étions en dérangement. Une partie du central téléphonique a brûlé, je crois, et nous sommes restés quelques semaines à passer par un standard. C'est exact. Je l'ai vérifié. Continuez, s'il vous plaît. Elle demandait le 20-08 à Richmond. Vous connaissez ce numéro? Il m'était familier, je l'avais demandé plusieurs fois pour Madame Ives. C'était celui de Monsieur Stephen Bellamy. Vous avez dit que vous compreniez distinctement. Pouvez-vous nous répéter ce que vous avez entendu? Oui. Madame disait, « C'est vous, Stephen. Ici, Suzanne Ives. Mimi est-elle là? Depuis combien de temps est-elle sortie? Êtes-vous sûr qu'elle y soit allée? Non, attendez-moi, c'est vital, il faut que je vous voie tout de suite. Prenez votre voiture. Non, pas à la maison. Arrêtez-vous dans 10 minutes au coin de la route de derrière, je vous rejoindrai. Dans 10 minutes. Allô, Stephen? Elliot ne vous a rien dit? Non, non, peu importe, dépêchez-vous. Est-ce tout ce qu'elle a dit? Oui. Que faites-vous alors? Je ne désirais pas que Madame Ives sût que je l'avais surprise, alors je contournais toute la maison pour rentrer par la porte principale. Puis je montais rapidement vers la nurserie. Monsieur Ives en sortait. Et nous vous écoutons? Je lui dis que je venais de surprendre une conversation de sa femme avec Monsieur Bellamy et que j'estimais de mon devoir de l'en informer. Lui avez-vous répété les termes de la conversation? Je n'en ai pas eu le temps. À ce moment précis, sa femme l'appelait d'en bas pour lui demander s'il avait toujours l'intention d'aller jouer au poker chez les Dallas. Monsieur Ives répondit que oui. Elle dit que dans ce cas, elle irait au cinéma dans la voiture des Conroy qui l'avait invitée. Elle sortit par la porte de devant, dont elle fit claquer la porte. Alors je me tournai vers Monsieur Ives et je lui dis « Votre femme est partie rejoindre Stephen Bellamy. » Il m'a répondu « Ne dites donc pas de sottises. » C'est seulement à ce moment que je lui ai répété toute la conversation. Quelle fut sa réaction? Il est devenu très pâle. Et il a simplement murmuré « Seigneur, quelqu'un l'a mise au courant. » Objection, votre honneur, objection!
Je demande que ceci soit rayé du compte-rendu des débats. Que voulez-vous rayer? Seigneur, quelqu'un l'a mis au courant? Je m'élève contre les procédés de l'accusation qui répètent une phrase. Objection retenue. Le passage en cause sera supprimé. Et je me joins à la défense pour exprimer mon étonnement devant le procédé discourtois dont l'accusation a fait usage, en répétant à dessein des termes dont la nature même avait suscité l'objection. Je m'incline, votre honneur, mais... Je m'incline. C'est tout pour moi. Contre-interrogatoire. Vous vous rappelez bien des choses de cette soirée, Miss Page? J'ai une excellente mémoire. Vous souvenez-vous du livre que vous lisiez? Oui. Le vieil homme et la mer. Et vous disposiez de ces livres à votre gré. Peut-être vous considériez-vous comme un membre de la famille. Je n'avais pas cette impudence. Preniez-vous vos repas avec eux? Non. Passiez-vous vos soirées en leur compagnie? Non. Et vous en éprouviez un immense dépit, n'est-ce pas? Je me pose à cette question. Pour paraphraser mon estimé confrère, quelle relation établit-il entre le dépit de Miss Page et le crime qui nous occupe? Et pour rendre sa politesse à mon distingué confrère, je maintiens votre honneur que la question est nécessaire. La défense se propose d'attaquer la sincérité du témoin. Nous croyons pouvoir démontrer que Miss Page détestait sa maîtresse et ne reculait devant rien qui pût lui faire du tort. Telles sont donc vos intentions. Vous pouvez répondre à la question, Miss Page. Peut-on me la répéter? Je vous ai demandé si vous n'éprouviez pas de dépit à partager le sort des domestiques plus que celui des membres de la famille. Il ne m'est jamais venu à l'idée que j'étais traitée comme une domestique. Je ne vois pas pour quelle raison j'eusse pu prétendre partager la vie de la famille. J'étais la gouvernante, on me traitait en gouvernante. Tiens, nouvelle chanson. Miss Page, ceci est-il votre écriture? Si ce n'est pas une très bonne imitation, c'est bien mon écriture. Puis-je lire cette lettre? Je le ferai moi-même. Cette lettre est datée du 25 mai 1955, c'est-à-dire un peu plus d'un an avant l'événement qui motive votre présence dans cette enceinte. Ah oui, je vois. C'est certainement ma lettre, en effet. Je lis. Chère Madame Rice, je désire attirer votre attention sur le fait que la nourriture qui m'a été servie ces 3 derniers soirs était de toute évidence celle rejetée par l'Office comme impropre à la consommation. Étant donné que vous n'avez cure de discuter de ces choses avec ma modeste personne, je suis dans l'obligation d'emprunter ce moyen de communiquer avec vous. Vous m'avez fait plus que clairement comprendre que vous me considériez comme une domestique trop payée. Je n'imaginais pas que la réduction de mes gages porterait essentiellement sur le chapitre des repas. Sincèrement à vous, Page. Confrontez, je vous prie, l'essence de ce billet dont l'aigreur est assez éloquente, et particulièrement l'allusion, aujourd'hui embarrassante pour vous, que contiennent ces quelques mots. Vous m'avez fait clairement comprendre que vous me considériez comme une domestique, avec votre belle assertion qu'il ne vous était jamais venu à l'idée qu'on vous traitât en domestique. J'étais encore à cette époque sous le coup de la dépression nerveuse qui m'avait fait changer d'emploi. Vous êtes étonnamment habile, Miss Page, mais faisons appel à votre merveilleuse mémoire. Et dites-nous quel effet cette lettre entraîna dans vos relations avec Madame Ives. Un très heureux effet. Elle eut la bonté de remédier à la situation dont j'avais eu l'indiscrétion de me plaindre. Et tout s'arrangea le mieux du monde. Quoi? Vous me faites douter de mes oreilles. N'est-il pas exact que votre maîtresse vous envoya quérir au reçu de ce billet, vous offrit 1 mois de gage en guise de préavis et vous pria de quitter son service dès le lendemain? Rien n'est plus loin de la vérité. Ne l'avez-vous pas supplié à genoux, prétendant qu'un renvoi équivaudrait à signer votre arrêt de mort? Ne l'avez-vous pas conjuré de vous accorder une nouvelle chance? Il ne se produisit rien de conforme à cette fable. Madame Ives m'exprima ses regrets et sa considération. Il ne fut pas question de mon départ. Miss Page, savez-vous ce qu'est un parjure? Votre honneur, votre honneur! C'est une affirmation produite sous serment et dont la fausseté volontaire est démontrée. Miss Page! Un instant, je vous prie, Miss Page. Votre honneur. Votre honneur, je vous fais respectueusement remarquer que l'attitude de la défense est des plus contestables. Les questions sont choisies de telle façon qu'elles suffisent en elles-mêmes à jeter le discrédit sur la moralité du témoin. J'ai longtemps laissé faire pour ne pas alourdir le débat par trop d'interruptions, fût-elle motivée. Mais lorsque la défense introduit délibérément la trop grave notion de parjure dans cet interrogatoire, je proteste! Je proteste! Votre honneur, considérez-vous ce discours comme utile au jury? Non, mais je ne vois pas non plus ce qui peut motiver dans un contre-interrogatoire la demande au témoin de la définition du parjure. Néanmoins, puisqu'on vous a répondu sur ce point, veuillez poursuivre. Miss Page, lorsque vous avez compris que Madame Ives parlait au téléphone,
Pourquoi n'avez-vous pas poursuivi votre chemin? Ce qu'elle disait m'intéressait. À la lettre, c'était écouté à la porte. Oui? C'est là commettre un acte dont la décence et l'honorabilité restent à démontrer. Je ne prétends pas être à l'abri de certaines faiblesses humaines. Quelqu'un d'autre pouvait entendre? Sans plus de décence et d'honorabilité que moi, et à condition d'être là, oui. Monsieur Patrick Ives comme les autres? Oui. Mais il n'était pas à ma place, il était à l'étage. Auriez-vous l'amabilité de nous répéter une nouvelle fois cette fameuse conversation téléphonique? Entièrement? Si possible, oui. C'est vous, Stephen. Ici, Suzanne. Suzanne Ives. Mimi est-elle là? Depuis combien de temps est-elle sortie? Êtes-vous sûr qu'elle y soit allée? Non? Attendez-moi. C'est vital, il faut que je vous voie tout de suite. Prenez votre voiture. Non, pas à la maison. Arrêtez-vous dans 10 minutes au coin de la route de derrière, je vous rejoindrai. Dans 10 minutes. Allô, Stephen? Elliot ne vous a rien dit? Non, peu importe, dépêchez-vous. C'est très bien, c'est trop bien, mot à mot, presque comme si vous l'aviez appris par cœur, n'est-ce pas? C'est sans doute parce que je l'ai appris par cœur. Vraiment? Pendant que vous tourniez autour de la maison, peut-être? C'est exact. J'ai tout consigné par écrit, sur la page de garde de mon livre, au fur et à mesure de la conversation, avec le crayon des enfants que j'avais dans ma poche. Et comme j'avais arraché la page de garde, j'ai racheté un exemplaire neuf du roman pour remplacer celui que j'avais abîmé. Voilà. Mais enfin, pourquoi ces précautions, ce procès-verbal? Je pressentais que cela pourrait être important un jour. Et je ne voulais pas commettre d'erreur. Une femme s'est montrée généreuse et bonne à votre endroit. Vous surprenez un entretien que vous pressentez important pour l'avenir. Et vous vous empressez de tout aller raconter au mari. Que désiriez-vous? Ruiner leur union? Non, la sauver. Il avait été aussi bon qu'elle, sinon plus pour moi. Et c'est ça que vous trouviez pour leur venir en aide? C'est stupide, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Je craignais que Madame Ives ait l'intention de fuir avec Monsieur Stephen Bellamy. Je n'avais pas compris la véritable signification de ma découverte. Quelle véritable signification? Le fait que quelqu'un avait dû informer Madame Ives de ce qui se passait entre son mari et Madame Mimi Bellamy avant qu'elle sortît ce soir-là. Votre honneur, je demande que cette réponse soit supprimée du compte-rendu des débats. Il ne fallait pas poser la question. Je la retire, votre honneur. Oh, suppression accordée. J'en sais gré à la cour. Ça sera tout pour moi. Un instant, Miss Page, s'il vous plaît. La défense a fait allusion au fait que quelqu'un d'autre que vous aurait pu entendre, alors que vous êtes seul à porter ce témoignage. Je voudrais que vous m'aidiez à démontrer combien l'hypothèse est peu vraisemblable. Mettons les choses honnêtes. La mère de Monsieur Ives était... Dans la roseraie. Du poste téléphonique qu'elle occupait, Susan Ives pouvait s'en assurer. Ah oui. Où se trouvaient les domestiques? Il devait dîner à l'office du sous-sol, comme chaque soir après le service. Et Monsieur Ives? Elle savait qu'il était monté, puisqu'avant de partir quelques instants plus tard, elle l'a appelé du bas de l'escalier. Je vous remercie. Mais je ne voulais pas qu'on doutât de votre sincérité. Merci, Miss Page. Dépêchez-vous, Randolph, c'est fini. Non. Oh non. Regardez, Phare. Oui. Ça ne peut pas finir comme ça en queue de poisson. Oh non, il nous doit une sortie. Tenez. Oh, un détail encore, Miss Page. Ne m'en veuillez pas, mais je voudrais encore vous demander... Monsieur Ives dispose d'un atelier pour ses travaux d'admirable bricoleur. C'est-à-dire... Oui et non. Il a aménagé une partie de son bureau pour cela. Et ce bureau se situe comment par rapport à la pièce des fleurs où se trouvait Madame Ives? Exactement en face. Il suffit de traverser le hall. De telle sorte que si les deux portes sont ouvertes, on peut voir de l'une de ces pièces les objets qui sont dans l'autre. L'établi, notamment. Oui. Miss Page, connaissez-vous ce couteau? Oui. Où l'avez-vous vu? Sur l'établi de Monsieur Patrick Ives. L'après-midi du 19 juin. Merci. L'audience est levée. Oh, cette fois, ça y est, terminé pour aujourd'hui. Allez hop, mon lapin, au téléphone. On court, on galope, on cavale, mais ensemble, hein? J'ai des tas de choses à vous apprendre avant la prochaine audience.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Le procès Bel-Ami de Frances Noyes Hart, traduit par Maurice Bernard Andreb dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos, avec Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcey, Jean-Claude Michel, Pierre Leproux, François Darbon, André Vasselet, Jacqueline Rivière et Yves Gladine. Bruitage, Gabriel de Rivage. Prise de son, Jean Delanduc. Opérateur, Charles Marier. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.